passer à l'acte d'entreprendre, il faut deux choses. Premièrement, il faut de la créativité. Deuxièmement, il faut que cette créativité se matérialise en actions concrètes. Les entrepreneurs qui transforment avec succès leur créativité en entreprise qui marche sont souvent guidés par leur passion. Hommes de génie, guidés par la passion, vous allez peut-être nous livrer vos secrets. Je vous demande à tous d'applaudir chaleureusement M. Jean-Claude Biver. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je parle encore luxembourgeois. Schwätzen wir Lützeburgisch. Aber heute Abend schwätzen wir Französisch. Ce soir, je vais parler français, qui ne me dérange pas du tout d'ailleurs. Bien que je sois tellement triste pour la France. J'habite en face de la France, à 4 kilomètres. Et donc, avec les jumelles, je vois tous les jours ce pays, ce beau pays, peu à peu se faner et perdre tout ce qui faisait sa force, sa créativité, son innovation. Mais enfin, dans 5 ans, je pense que ça changera. Et dans 5 ans, on aura de nouvelles lois. Donc tout l'espoir est toujours là. Non, c'est vraiment dramatique quand les technocrates, et surtout des technocrates qui pensent gauche, dirigent un pays. On voit maintenant le résultat déjà. Voilà. Je ne suis pas en politique, heureusement. Et je ne suis pas français, donc de quoi je parle? Mais enfin, ça me faisait plaisir de faire cette petite remarque. Voilà. Pas d'innovation, pas de futur. Ça, lorsque vous serez un jour chez Hublot ou lorsqu'on vous engage chez moi, vous allez recevoir un petit billet sur lequel ça sera marqué « Pas d'innovation, pas de futur ». Mais sur ce même petit fascicule, il sera aussi marqué « Pas de tradition, pas de futur ». Alors là, c'est déjà gênant, parce que pas d'innovation, pas de futur, on peut comprendre. Mais alors, pas de tradition, pas de futur. Et les gens disent, alors il faut quoi, M. Biver? Et j'ai dit, il faut les deux. Et ça, c'est la clé de départ. Il faut être connecté au passé, sinon on ne peut pas sauter dans le futur. C'est dramatique pour les enfants. Mon fils, il voulait tout de suite jouer de la guitare électronique. Et j'ai dit, non, tu joueras d'abord de la guitare sèche. Et la guitare sèche et la guitare classique, ben, il n'en avait pas envie. Mais il a dû faire ses gammes. Et lorsqu'il maîtrisait ses gammes, j'ai pu lui acheter une Gibson Les Paul pour jouer de la guitare électrique. Et c'est la même chose dans la danse. Si vous avez des enfants ou qui veulent faire de la danse, en général, on commence par la danse classique, puis on passe à la danse moderne. Et ça, c'est le premier point. Il faut d'abord connaître le passé, connaître la tradition. Sinon, comment voulez-vous voir le futur? Et énormément de technocrates, énormément de gens oublient la tradition et ne pensent qu'au futur. Et chez Hublot, c'est interdit. Vous devez connaître la tradition, vous devez respecter cette tradition, vous devez même vous connecter à cette tradition, qui est la tradition de faire des montres, par exemple chez nous, qui font tic-tac, tic-tac, qui ont 400 ans d'histoire, avec zéro évolution quasiment. Mais c'est une nécessité de connaître. Ensuite, pas d'innovation, pas de futur, eh bien ça c'est sûr, c'est certain. L'innovation, c'est le futur. Et le futur, il doit être à nous et pas aux autres. Et je vous cite 2 exemples incroyables, énormes, colossales, et qui ne sont, hélas, pas luxembourgeois, ni allemands, ni français, mais qui sont suisses. En Suisse, il n'y a pas de café. Nous n'avons pas de matière première qui s'appelle café. Et pourtant,
la Suisse est le leader mondial du café. Nespresso. On a dit aux Italiens, c'est quoi ce E? Ça ne s'appelle pas Expresso, ça s'appelle Nespresso. Et le monde entier dit maintenant Nespresso avec un N et pas avec un E. Ça, c'est le génie créatif d'ingénieurs chez Nestlé qui ont réussi à créer une machine il y a 25-30 ans, qui ont réussi à mettre du café en capsule et qui ont fait des expressos avec des machines à la maison. Et ce faisant, ils sont devenus leaders mondiaux du café. Bien sûr, avant, ils avaient le café lyophilisé. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Ah oui, ça s'appelait Nescafé. Donc, entre le Nescafé et le Nespresso, ils sont devenus leaders mondiaux du café. Et puis, un deuxième exemple encore plus incroyable, le plus haut building au Luxembourg doit faire 56-60 étages. Le plus haut building en Suisse doit faire 56-60 étages. Et puis, les Suisses sont fiers, ils en ont un. Ils ont une maison qui fait 56 étages à Zurich et qui vient d'être finie d'ailleurs. Eh bien, malgré le fait qu'ils aient aucun gratte-ciel, à part un, puis encore 56 étages, ce n'est pas un gratte-ciel, le Suisse, la société Chandler, est leader mondial des ascenseurs. C'est le leader mondial, le numéro 1 au monde des ascenseurs, alors que dans son propre pays, il n'y a pas besoin d'ascenseur puisqu'on n'a pas de building. Comment est-ce qu'il est devenu leader mondial de l'ascenseur avec un franc suisse extraordinairement cher, donc très peu compétitif à l'extérieur? Eh bien, il est devenu leader mondial des ascenseurs par sa créativité, par l'innovation. On pourrait penser que le leader mondial pourrait être américain. C'est là qu'on voit que les Américains sont relativement faibles. Ils ont un énorme pays, ils ont un énorme soutien politique, et ils ont un marché intérieur qui est là, et finalement, ce qu'ils font, c'est normal. Quand vous avez un marché pareil, quand vous avez 250 millions d'habitants sur votre terrain, c'est clair que tout ce que vous faites, vous avez immédiatement 250 millions de personnes qui vont acheter. Quand vous êtes au Luxembourg, vous avez 400 000 personnes. Donc le marché, il est extraordinairement restreint. Quand vous êtes en Suisse, vous avez 7 millions. Donc le marché est tout petit. Et quand j'ai lu que Chandler était numéro 1 mondial des ascenseurs, je ne l'ai pas cru tout de suite parce que je me suis dit, tiens, c'est encore de la propagande. Eh bien non. L'innovation de la maison Chandler a été telle, la créativité a été telle, qu'ils sont devenus le numéro 1 devant les Japonais et devant les Américains. Ça, c'est le résultat que de la créativité et que de l'innovation. Mais la créativité et l'innovation, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'on est éduqué pour ne pas être créatif. On est éduqué pour être formaté. L'Église nous formate, l'école nous formate et nos parents nous formatent et nos premiers employeurs nous formatent. On nous encadre, on nous met dans une cage et lorsqu'on est formaté, on peut être utilisé. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et l'enfant qui est un génie naturel, perd toute sa créativité parce qu'on le formate, on le met dans une boîte. Picasso a dit, il m'a fallu une vie pour redevenir enfant. Parce que c'est dur pour un adulte de retrouver sa créativité initiale. Parce qu'il doit casser toutes les barrières qu'on lui a mis de la cage. C'était une cage avec des barrières, il doit les enlever. Il doit casser les barreaux pour sortir et pour retrouver l'instinct créatif de l'enfant. Parce que l'enfant doit être créatif, sinon il meurt. Un enfant a la curiosité naturelle
car ce n'est qu'à travers la curiosité qu'il se posera les questions, et ce n'est qu'à travers les questions posées qu'il apprendra. Donc cette créativité de l'enfant, on nous l'a fait perdre parce qu'on nous formate. Alors moi je ne suis pas contre tout ce qu'on a fait, mais je dis simplement aux parents, et je dis à ma femme, arrêtons de formater. Arrêtons d'exiger de réussir. Arrêtons de sanctionner l'échec. La sanction de l'échec, c'est la plus grande injustice qu'on puisse faire à l'homme. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut apprendre qu'à travers des échecs. L'enfant va apprendre à marcher parce qu'il fera 375 essais. Et à chaque essai qu'il échouera, son cerveau va enregistrer un nouvel angle de l'équilibre. Et après de nombreuses tentatives, chaque fois le cerveau réajuste et soudainement, l'enfant tient sur deux pieds, sur deux jambes. Mais ce n'est qu'à travers les échecs successifs, et si on interdisait à un enfant de faire des essais, à 20 ans, il ne marcherait toujours pas. Il est condamné à faire des essais. Donc nous sommes condamnés à faire des erreurs. Et chaque erreur est formatrice. Chaque erreur nous amène plus près du succès. Alors quand on punit les enfants pour des erreurs ou des échecs, mais c'est le contraire. Ma femme ne m'aime pas quand je dis ça aux enfants, parce qu'elle dit, mais tu leur donnes mauvais exemple. Car un de mes enfants a échoué une année, l'autre a échoué 2 fois, enfin bref, ils ont tous échoué. Et, et je disais, quel luxe! Tu as le droit à faire en 2 ans ce que d'autres doivent faire en 1 an. Mais quel bonheur! Vas-y, mollo, prends 2 ans. Tu sauras mieux que les autres et tu rattraperas tout. Parce que ceux qui ont appris vite en 1 an, ça ne va pas leur rester profondément ancré. Toi, tu auras appris lentement en 2 ans. Et ça restera pour toujours. Et finalement, ils sont tous arrivés, malgré les retards. D'ailleurs, quand je reçois un curriculum d'un type qui a tout réussi, je ne le veux pas chez moi. À la concurrence, il m'aidera beaucoup plus là-bas. Là-bas, il m'est utile. J'aurai au moins un allié. Parce que ce qui m'intéresse, ce sont les échecs. Et à ces grands technocrates qui viennent et qui me montrent leur candidature, qui se présentent, lorsqu'on m'appelle pour aller les voir, c'est pas toujours, voilà, M. Buer, on a quelqu'un de bien, eh bien, je regarde et je dis, mais nom de Dieu, il n'a que du bien, ce type. Ça ne peut pas être juste. Et je lui dis, merci pour les diplômes. Maintenant, écrivez-moi sur une feuille vos échecs. Et le type, il dit, mais je n'ai pas. Je dis, alors c'est bon, pas chez nous. Nous, on veut des gens qui ont échoué, qui ont fait des fautes. Et je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai repris la maison Hublot en 2005, 26 millions de chiffre d'affaires, 2,6 millions de pertes, c'était forcément pas des génies. Sinon, ils n'en seraient pas là. J'ai fait une réunion et j'ai dit, nous allons faire cette réunion tous les 3 mois et c'est une réunion où nous allons tous annoncer 3 erreurs. Alors, la première réunion, comme par hasard, sur les 5, personne n'avait fait d'erreur. Donc j'ai dit, vous foutez rien, car seuls ceux qui dorment ne font pas d'erreur. C'est pour ça qu'il y a des gens, on préfère qu'ils dorment plutôt qu'ils travaillent. C'est pour ça qu'en France, on dit 35 heures, ça suffit. Sinon, on fera trop de conneries. Alors, deuxième réunion, il n'y a eu toujours pas d'erreur. J'ai dit, écoutez, arrêtez. Moi, je vous ai donné les miennes. Donnez-moi vos erreurs. C'est pas possible, vous en fassiez pas. Troisième réunion,
il y a une jeune femme qui est toujours là maintenant, qui est même devenue excellente. Elle me dit, j'ai fait une grave erreur. Je dis, ah, enfin. Alors, dites-moi maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai acheté 50 000 cabas pour mettre les écrans de montre quand on est dans un magasin. Comme ça, on ressort avec un petit cabas. Je dis, bah c'est bien. Oui, je les ai fait noirs avec du caoutchouc et tout. Et puis, ils étaient chers. Et pour qu'ils soient moins chers, j'en ai acheté 50 000. On faisait 6 000 montres par année. Je dis, bah c'est génial. J'ai dit, bah c'est génial. On en a pour longtemps. Et elle me dit, oui, mais c'est pas là le problème, M. Biver. Ah, je dis, ah bon? Il est où? Eh bien, c'est qu'on ne peut pas les stocker parce qu'il y a 6 palettes. C'est un semi-remorque. Et on ne sait pas où les mettre. Alors, on a loué une grange et on a mis les cabas. Je vous rassure, le dernier, je crois qu'on l'a consommé la semaine dernière. Donc, on doit recommander maintenant. J'ai dit, mais c'est une super erreur. C'est magnifique, je vous félicite. Monsieur le comptable, est-ce que vous pouvez venir? Le comptable vient. Faites-lui un chèque de 1000 balles. Ça fait 900 €. J'ai dit, vous faites un chèque? Il me dit, mais pourquoi? Mais je dis, parce qu'elle a fait une erreur et elle l'a annoncé. Parce qu'à partir de maintenant, je vais payer pour que les gens annoncent leurs erreurs. Alors je lui ai donné 1000 francs à la jeune femme. Elle les a pris. Tout le monde s'est dit, mais merde, il est sérieux? Qu'est-ce que je suis con, moi qui ai fait beaucoup d'erreurs, j'aurais mieux fait de les annoncer. Ah ben ouais, la prochaine fois, tu les annonceras toi aussi. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus besoin de payer et les erreurs s'annoncent facilement, régulièrement. Donc, on est 5. 5 personnes qui annoncent chacune 3 erreurs, ça fait 15 erreurs, mais ça fait 15 leçons. Parce que les 3 erreurs que lui dit qu'il a fait, eh bien, moi, j'ai plus besoin de les faire, puisque je viens d'apprendre comment il ne fallait pas faire. Donc, sur chaque erreur, vous apprenez. Celui qui l'a faite, bah évidemment qu'il apprend en premier. Et celui qui ne l'a pas faite, il dit, ah, bon, tu dis, ouais, il faut que je fasse gaffe. Elle avait fait comme ça, c'était faux. Donc, tout le monde apprend. Et quand tout le monde commence à apprendre par les erreurs, et quand tout le monde voit que l'erreur est gratifiante pour soi-même parce qu'on apprend, pour les autres parce qu'ils apprennent avec, et pour même la société, puisque Biver paye, eh bien tout le monde est encouragé à faire des erreurs. Et quand les gens sont encouragés à faire des erreurs, ils deviennent créatifs. Car si vous créez, vous allez dans un territoire inconnu. Si vous répétez, vous allez dans un territoire connu. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur en répétant. Il faut vraiment être con si on fait une erreur en répétant. Donc, les gens, lorsqu'ils sont libérés de la sanction de l'erreur, ils vont dans un nouveau monde qui est le monde de la créativité. Et ça, c'est des méthodes qu'on est obligé d'instaurer dans des sociétés pour réanimer. J'étais obligé de le faire chez Hublot. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est plus comme cela, mais on partage toujours les erreurs et on pardonne toujours les erreurs. La seule chose que nous ne pardonnons pas, en tout cas moi pas, des fois on me le cache, mais c'est celui qui fait 2 fois la même erreur. Et là, ça c'est très très ennuyeux. 2 fois la même erreur, on n'a pas le droit, puisqu'on vient d'apprendre une fois comment faire juste. Pourquoi la 2e fois, tu as de nouveau fait faux? Ça veut dire que tu as un problème de compétence. Et là, il faut le changer de place. Idéalement, il faut lui faire un certificat comme quoi il est excellent, comme ça il sera engagé ailleurs. Et donc, mes certificats, ne les lisez jamais comme il faut, parce qu'en général, quand je dis qu'il est bon, c'est qu'il n'est pas bon. Vous voyez, moi je ne vais quand même pas faire de la pub après. Voilà. Donc, vous voyez à quel point le problème de l'innovation et de la créativité est à l'origine même de l'être humain, de ce besoin qu'on a de formater. Depuis l'Église, l'éducation, les parents, l'école, tout nous formate. Et on doit faire à un moment donné marche arrière pour se déformater, pour se libérer, pour casser les barreaux de la cage et sortir.
Einstein, à Berne, en Suisse, environ 14 mois avant son décès, avant sa mort, il a donné une interview. Et le journaliste lui a dit, vous pouvez regarder dans Google, le journaliste lui a posé la question et lui a dit, Monsieur Einstein, que souhaitez-vous pour les années qui vous restent à vivre? Et Einstein a répondu la chose la plus incroyable. Il a dit, vous savez, monsieur le journaliste, je me souhaite deux choses. La première, c'est que durant le restant de ma vie, que je fasse plus d'erreurs que jamais dans ma vie. Le journaliste a dit, quoi, comment? Vous voulez faire plus d'erreurs pour la période de vie qui vous reste que toute votre vie antérieure? Il a dit, oui, c'est ce que je me souhaite. Mais attendez, monsieur le journaliste, j'ai dit que je voulais deux choses. Et c'est quoi la deuxième chose? Eh bien, la deuxième chose que je souhaite, c'est que toutes les erreurs, les innombrables erreurs que je vais faire jusqu'à ma mort, aient des conséquences microscopiques. Car, si je fais beaucoup d'erreurs, c'est que je suis très actif, et c'est ce qu'on se souhaite pour ces vieux jours, d'être hyper actif. Mais si chaque erreur a des petites conséquences, cela veut dire que je touche à la sagesse. Voilà. Être actif engendre des erreurs. Mais plus on avance dans l'âge, plus les erreurs sont petites, ont des petites conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut dire aux enfants, faites des erreurs, faites vos expériences. On dit des fois en français, fais tes expériences. Mais c'est ça. Fais tes erreurs. Fais ça maintenant. Plus tu en auras fait, moins plus tard tu en auras besoin de faire. Et c'est pour ça qu'il faut regarder des curriculums et c'est pour ça qu'il faut regarder les échecs plutôt que les diplômes. Maintenant, lorsque on est arrivé à ce stade, lorsqu'on a pu casser ses barreaux, lorsqu'on a pu retrouver, comme disait Picasso, sa créativité d'enfant, après, bien entendu, il faut trouver le terrain propice pour les mettre en application. Et le terrain propice pour les mettre en application, c'est l'entrepreneur. Et c'est l'entrepreneur qui a compris, c'est-à-dire l'entrepreneur qui fait plus ou moins ce que je viens de citer. Ce que je vous ai dit, ça vient de moi, mais ça ne peut pas venir que de moi. Tout entrepreneur, par rapport à l'innovation, va penser comme moi. Moi, je vous le dis parce que c'est peut-être la première fois que quelqu'un fait une présentation là-dessus. Mais l'invention, le créatif, doit trouver ce terrain propice. Et lorsqu'il aura trouvé ce terrain propice, eh bien l'entreprise va se développer à une vitesse extraordinaire. Car aujourd'hui, toute entreprise a besoin de trois choses. D'être le premier, d'être différent, d'être unique. Et si vous n'êtes pas premier, différent, unique, ça veut dire que vous êtes comme les autres. Si je suis premier, c'est que je ne suis pas comme les autres. Si je suis différent, c'est que je ne suis pas comme les autres. Et si je suis unique, je ne suis pas comme les autres. Et si je ne suis pas comme les autres, je suis devant. Sauf si je ne suis pas comme les autres à rebours, c'est-à-dire que je suis complètement faux. Mais, normalement, être premier, différent, unique, vous avez les cartes en main pour gagner la partie. D'ailleurs, pour vous en rassurer, il y a un proverbe chinois qui dit « Seul le poisson mort nage dans le sens et dans la vitesse du courant. » Un poisson mort, il nage avec le courant, dans la vitesse du courant, dans le sens du courant. Et le poisson vivant, mais il nage à gauche du courant, à droite du courant, où il remonte le courant, ou bien lorsqu'il nage dans le sens du courant, il nage plus vite que le courant. Donc, tous ceux qui sont dans le courant
ils sont morts. Le vivant, il va à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est-à-dire celui qui est vivant, il est premier, différent, unique. Et ça, c'est l'autre élément que vous lisez sur votre petit fascicule quand vous êtes engagé chez Hublot. Ne jamais amener une idée où vous ne pouvez pas prétendre être premier, différent, unique. Car nous n'avons et ne voulons pas de poissons morts chez Hublot. Alors les gens, quand ils lisent tout ça, ils disent, nom de Dieu, je suis tombé dans la bonne entreprise. Là, je suis tombé chez le bon. Et comme ils pensent qu'ils sont tombés chez le bon, eh bien, ils deviennent bons eux aussi. Parce que c'est ça. La communauté fait pousser tout le monde. C'est une communauté de compétences. Et il y en a certains qui sont plus compétents ici et d'autres là. Mais c'est l'union des compétences. C'est la stimulation de l'ensemble qui va faire que chacun va être meilleur. Et voilà. Donc, vous voyez comme c'est simple en réalité. Et que c'est dramatique que si peu le fassent. Et le seul moyen pour un État, pour une société, pour des entrepreneurs, de gagner au XXIe siècle, c'est de faire comme je dis, plus ou moins, à tous les niveaux. Parce que cette créativité, cette innovation, qui peut se traduire dans l'objet, dans le produit, mais elle doit aussi être présente dans la manière de gérer l'ensemble de l'entreprise. Elle doit être présente dans la manière de communiquer de l'entreprise. Elle doit être présente dans la manière de traiter les relations humaines. La créativité ne s'arrête pas au produit. Elle ne peut pas s'arrêter au produit. Elle doit aller dans tous les compartiments de l'entreprise. Ça doit, comme le sang, il doit nourrir l'ensemble des cellules. On ne peut pas aller être créatif que dans le produit, que dans la recherche et le développement. Évidemment que c'est une nécessité, mais après, il faut l'étendre partout. Donc, l'innovation, la créativité est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et il y en a un seul qui peut le mettre en place, c'est le patron. Et si le patron n'a pas cet état d'esprit, on est foutu. On est foutu, on sera comme les autres. Eh bon, ça ira pas trop mal, et on demandera des subventions à l'État, et on fera des grèves. Et voilà, mais enfin, c'est le patron doit avoir l'état d'esprit. Et nous devons monter des écoles pour entrepreneurs, pour enseigner la créativité. Ce que moi je vous dis en 10 minutes comme ça, d'une manière rigolote, il faut le structurer. Et il faut que tous nos jeunes l'apprennent. Et que lorsqu'ils quittent nos écoles, qu'ils appliquent cette théorie. Et quand tous les jeunes Européens appliqueront cette théorie, l'Europe redeviendra la force qu'elle avait au XIXe siècle. Et si l'Europe ne le fait pas, mais l'Europe disparaîtra. Et on aura les livres d'histoire. Et on aura le plus beau musée du monde, la France. Et les Chinois se régaleront de visiter le Disneyland de la culture. Alors il y aura le Disneyland de Floride et il y aura le Disneyland de la culture. Ma foi, si on veut ça, oui. Mais moi je dis non. Nous devons nous réveiller, nous devons développer l'esprit, l'attitude créative et donner à chacun la possibilité de l'exprimer à tous les niveaux. Alors, c'est quoi tous les niveaux? Eh bien, un niveau, par exemple, chez Hublot, on fabrique des montres. Il y a 440 personnes qui fabriquent des montres. Pour fabriquer des montres, il faut fabriquer des pièces, des petits ressorts, des petites bascules, des petits axes, etc. Ces petites pièces, c'est de la micromécanique. La micromécanique, il y a des machines. Des machines avec des précisions qui travaillent des précisions à 2 microns près de précision. Donc,
c'est des micromécaniciens, c'est des types qui travaillent avec des ordinateurs, c'est des génies de la machine. Ces génies de la machine vont sortir de leur machine des pièces qui sont à 2 microns près. Bam! Dieu, c'est phénoménal. Et après, il y aura d'autres qui vont monter ces pièces. Alors là, c'est dans des tout petites salles, il n'y a pas de bruit. Les gars montent ces montres les unes après les autres. Ils mettent 1 mois pour en mettre une des fois. Mais enfin, voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Tous les lundis, mais c'est pas cher, mais on pourrait mettre plus, mais enfin, tous les lundis, on met pour 10 000 € de fleurs vers les machines. Pourquoi? Pour que les gens qui travaillent voient de la couleur. Parce que toutes les machines sont grises et le sol, il est blanc. Donc, gris-blanc, on se dirait dans le brouillard et la neige. Et les machines sont grises parce que ce n'est pas nous qui fabriquons les machines et on ne change pas la carrosserie des machines. Et puis le parquet, il est blanc parce que comme ça, on voit les poussières. Donc, c'est pour essayer de rester d'une propreté extrême. Eh bien, quand vous mettez tous les lundis matins des fleurs, tous les lundis matins, et durant toute la semaine, les femmes et les hommes qui travaillent ont de la couleur dans les yeux. Et quand on voit de la couleur, on voit de l'optimisme. La couleur donne de l'optimisme. Regardez l'optimisme quand tout d'un coup il y a du soleil. Les gens deviennent optimistes. Et quand les gens sont optimistes, ils ont des visions. Eh bien, et lorsqu'ils ont des visions, ils deviennent créatifs. Quand on n'a pas de vision, on ne peut pas être créatif. Donc, pour susciter l'esprit de créativité, même dans la salle des machines, il y a 10 000 € de fleurs chaque lundi. Vous pouvez aller visiter beaucoup d'entreprises. Il y a très peu de fleurs à côté des machines. Et en général, il n'y a que des hommes et de l'huile. Eh bien, chez nous, il y a des hommes et des fleurs. Ça, c'est pour susciter. Donc, vous voyez, la responsabilité du patron, c'est vraiment d'être complètement axé vers la créativité. Et on a fait un jardin d'enfants. Les grands architectes, qui sont souvent les grands architectes, qui sont souvent décalés, et qui vous font des trucs, vous dites, mais nom de Dieu, il a fait comment? Est-ce qu'il a réfléchi? Mais non, l'architecte, il ne réfléchit pas. Il est dans son monde, sa technocratie, dans ses trucs, et il réfléchit à lui. Mais il ne réfléchit pas à celui qui va utiliser l'objet. Vous voyez ça des fois dans des hôtels. Vous dites, mais nom de Dieu, il a fait comment? Vous ne trouvez pas comment on fait les lumières, vous n'avez pas atteint tout, et puis il y a ça qui se rallume, là, tout à coup, c'est les rideaux qui se lèvent, vous dites, mais ils ont fait comment? C'est con. C'est pas possible. Vous devez étudier un manuel avant d'aller vous coucher. Ça évite de voir des films à la con à la télé, mais enfin, c'est pas plus mal, mais enfin quand même. Après, il faut sortir les lunettes, parce que le mode d'emploi est petit. Non, mais voyez, c'est l'horreur totale. Eh bien, les architectes m'ont dit, j'ai dit, je veux un jardin d'enfants. Non, même si je veux un jardin d'enfants, ça va vous coûter 1 million. Je dis, mais je veux un jardin d'enfants. Alors, le comptable, il fait un tour, puis il revient, victoire. Il me dit, eh bien, il n'y a aucune femme qui a des enfants à mettre dans le jardin d'enfants si on en fabrique un. Je dis, et alors? Je veux un jardin d'enfants. Ouais, mais pour quels enfants? Je dis, attendez, on trouvera des enfants. On mettra des annonces. On met des annonces pour vendre des montres, on mettra des annonces comme quoi on a un jardin d'enfants. Cinglé, Biver. J'ai dit, non, je veux, monsieur Oriot, je veux un jardin d'enfants, arrêtez de m'emmerder. Alors faites-le un peu moins cher, mettez 700 000 balles. Ok. Alors à 700 000 balles, il était content, il a gagné 300 000. Et on fait un jardin d'enfants pour 700 000 balles. Et il veut me le mettre en dehors de la fabrique. Je dis, dans la fabrique. Ouais, mais comment? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont entrer dans la fabrique? Ben ouais. Et puis ils vont ressortir à 11h30. Et puis, oui. Puis ils vont pleurer là au milieu. Je dis oui. Et
puis ils vont aller à la cafétéria avec tout le monde. Je dis oui. Non mais ça va pas. Mais je dis bien sûr que ça va. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des cris et des rires et des pleurs d'enfants dans une manufacture, ça humanise, ça donne de l'espoir. Il n'y a pas plus bel espoir que le rire d'un enfant. Alors vous me foutez ce jardin d'enfants au milieu de la fabrique. Et on l'a mis au milieu de la fabrique. Et tous les jours, et maintenant on a fait des annonces dans le village, donc maintenant il y a des enfants du village qui viennent, et il y a 14 enfants de la fabrique, parce que depuis lors on a grandi. Et ce jardin d'enfants, c'est un régal. Et tout le monde trouve que c'est génial. Et ces enfants tout fleuris, avec leurs nounours qui arrivent tous les matins, qui traversent la fabrique. C'est fantastique. Eh bien, on vient d'entrer une machine, un four, qui travaille à 2400 degrés de chaleur et qui travaille à une pression de 2000 bars, c'est comme 2000 mètres sous la mer. Ce four, les Suisses ont mis 6 mois pour l'accepter, parce qu'il est tellement dangereux. On a dû faire une chape en béton et on a dû déplacer le jardin d'enfants, le mettre un peu plus vers l'extérieur, mais toujours dans le bâtiment, parce que si jamais ce four explosait, il aurait pu peut-être blesser, et même blesser gravement, des enfants. Alors on a dit non. Donc on a déplacé le jardin d'enfants de 50 mètres. Eh bien, tout le monde dit oh, que c'était quand même mieux avant, quand on avait tous les gamins au centre. Donc voilà. Mais ça, il n'y a pas un seul technocrate, il n'y avait pas un seul ingénieur, il n'y avait pas un seul architecte, il n'y avait même pas mon comptable, mon financier. Il ne voyait pas cela comme ça. Et moi, j'ai insisté parce que je suis obsédé par la créativité et l'innovation. C'est la seule obsession que je possède, à part celle d'être passionné de mon métier. Je suis obsédé par la créativité. Et la créativité et l'innovation, c'est aussi le seul moyen, et je l'ai déjà dit, de rester jeune. Seuls ceux qui sont vieux ou morts n'apprennent plus. Et quand on n'apprend plus, ben c'est qu'on est à l'arrêt. Eh bien, être celui qui reste créatif, c'est le meilleur moyen de rester jeune. Car la jeunesse, c'est l'activité, la jeunesse, c'est la curiosité, la jeunesse, c'est la faculté d'apprendre. Et les vrais vieux, qui peuvent être très jeunes de passeport, sont ceux qui n'apprennent plus, sont ceux qui connaissent tout, sont ceux qui n'ont plus de curiosité, ils sont blasés. C'est ce qu'on appelle, dans le langage vulgaire, c'est les vrais cons. C'est ça les vrais cons. Voilà, et je vais terminer sur le vrai con, parce qu'il faut savoir les détecter, car ils sont dangereux. Voilà, merci mesdames, merci messieurs. Merci beaucoup. Je crois que ces applaudissements sont bien mérités et démontrent l'intérêt que nous portons à votre exposé, qui est exactement en ligne avec le thème de la soirée et avec l'envie d'apprendre, de connaître et de se développer ici dans la salle. Vous aviez accepté quelques questions-réponses. J'aurais personnellement une toute première question. On peut appeler ça le choc des titans. Quand deux chenilles se rencontrent, ça donne de temps en temps des choses assez intéressantes. Il y a un petit bonhomme, un petit Anglais, il y a quelques années, il s'était fait agresser pour se faire voler une montre. Je pense qu'on l'a derrière nous. Voilà. Et de ça, vous êtes réussi à faire une publicité. Je voulais comprendre, si vous pouvez nous toucher un mot, de savoir de qui est venue l'idée et comment ça s'est fait. Bon, vous l'avez tous reconnu, c'est Bernie Ecclestone, qui est un ami, un copain. Bien sûr, il aime beaucoup Hublot, et sa femme aussi. Il en a plusieurs, et sa femme aussi. Et un soir, en fin d'après-midi, en rentrant chez lui, à Kensington, il s'est fait agresser.
sa femme et lui. Sa femme, on lui a arraché les 2 lobes d'oreille pour lui voler les diamants. Lui, on lui a tapé dessus pour le neutraliser et on lui a volé sa montre. Et puis, il m'a téléphoné le jour même de l'hôpital et il m'a dit « Je suis en mauvais état ». Je dis « Ah ouais, comment ?» Il me dit « Écoute, ma femme, quand la police est arrivée, a fait une rapide photo de la gueule que j'avais. Je vais te l'envoyer sur ton Apple. » Et il m'envoie sur l'iPhone cette photo. Et je suis choqué parce que je ne pensais pas qu'il avait été amoché de cette manière. Et je l'ai rappelé et j'ai dit, Bernie, I'm really sorry for you. That's terrible. Il me dit, ouais, c'est terrible, c'est dégueulasse, c'est incroyable. Mais tu sais pas quoi? Il faut que tu fasses une pub avec ça. Je dis, comment une pub? Ouais, tu utilises cette photo et tu fais une publicité. Je dis, écoute, l'humour anglais est génial. J'ai toujours trouvé que l'humour anglais est fantastique. Mais des fois, je ne le comprends pas. et il me dit, bah, écoute, ce n'est pas une question d'humour. Moi, je veux que tu fasses une pub avec ça et que le monde voie ce qu'ils ont fait, ce qu'on est capable de faire pour voler une montre. Et je veux que tu me mettes « See what people will do for Hublot ». Et il a signé. Donc, on lui a envoyé ça et il a dit « Let's go ». Et le lendemain, on a publié cette photo, enfin cette pub, dans le Herald Tribune et dans le Financial Times. Eh bien, ça a été le plus grand buzz qu'on a créé. On a eu des millions de conversations sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Ça a été extraordinaire, tellement extraordinaire. Ça a été tellement vu et revu et publié qu'on a pu arrêter la campagne de pub et qu'on n'a fait que 2 pubs. Parce que la pub marchait tout seul. Et quand vous avez un buzz sur Internet, il ne faut surtout pas faire de pub parce que le buzz, il s'entretient précisément tout seul. Et si vous faites de la pub tue le buzz. Donc, on n'a fait que 2 annonces. Et puis, on a arrêté parce qu'on a reçu des retours extraordinaires. Voilà l'histoire. Donc, ce n'est pas moi. C'est Bernie qui a été créatif, qui a eu cette idée incroyable. Évidemment, on ne paye pas pour ça. C'est-à-dire, c'est une pub gratuite. Alors, bien sûr, on a reçu des centaines de lettres de gens qui disaient « C'est dégueulasse, vous utilisez un maquillage pour faire croire qu'on a attaqué ce pauvre monsieur et vous utilisez des scènes pareilles pour vendre vos saloperies de montres. » Bon, les gens, ils n'avaient pas compris que c'était effectivement Bernie Ecclestone qui m'avait demandé de le faire. Et voilà, ça c'est l'histoire de Ecclestone. Merci beaucoup. Dans la salle, une ou l'autre question? Alors, c'est une histoire incroyable. En 2005, j'ai pensé que nous avions la montre parfaite pour Ferrari. Et nous l'avons dessinée, et nous avons fait un prototype, et puis je suis allé voir Jean Todt. Jean Todt a trouvé l'idée extraordinaire aussi, et cette montre aujourd'hui s'appelle Big Bang d'ailleurs, a trouvé extraordinaire, et puis on n'a pas été sélectionné. Malgré le fait qu'il trouvait l'idée géniale, le produit extraordinaire, il m'a téléphoné un jour, il m'a dit « Écoute, Jean-Claude, je ne peux pas, les Italiens ont décidé autrement. Ils ne veulent pas faire avec Hublot. Tu comprends, tu fais 28 millions de chiffre d'affaires, ils ne savent pas si tu existeras encore demain. Ils vont faire avec Panerai. C'est une autre marque très respectée et respectable. » Et voilà, et l'affaire était finie. Alors bien sûr, j'ai pu penser à Ferrari. Voilà, je n'étais pas fâché avec Ferrari, je pouvais comprendre. Une marque pareille ne peut pas s'associer avec un petit artisan dont on ne sait pas si dans 3 ans il sera toujours vivant. Donc c'est normal. Et puis, il y a 2 ans et demi, il y a Lapo Elkan qui m'appelle
Et l'APO me dit, ah, on n'est pas content avec Panerai, il faudrait que tu fasses avec Ferrari. J'ai dit, écoute l'APO, j'ai déjà été une fois chez Jean à l'époque et ça n'a pas passé. Non, mais aujourd'hui tout a changé, aujourd'hui vous êtes une grande structure, aujourd'hui vous faites 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est totalement différent. Et j'ai dit, écoute l'APO, si tu penses que je devrais faire ça, oui, je t'organise un déjeuner avec Montezemolo. Et l'APO m'a organisé un déjeuner avec Montezemolo. Et voilà. Et quand j'ai déjeuné avec Montezemolo, je lui ai dit, écoutez, monsieur Montezemolo, moi, je vais faire complètement différent de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, vous avez fait des partenariats qui étaient en quelque sorte des licences. Vous donniez le droit à une marque de montre de faire des montres avec le logo Ferrari. Moi, je ne veux pas ça. Il me dit, mais vous voulez quoi? Je dis, moi, je veux être le mari ou l'époux de Ferrari. Je veux être partout. Je veux être partout, tout ce que vous faites avec Ferrari, je veux toujours être avec vous. Il me dit, ouais, mais ça, c'est pas possible. Je dis, bah, alors si c'est pas possible, on ne devient pas partenaire. Je veux être partout. Je veux être avec le Ferrari Club. Je veux être avec les Ferrari concessionnaires. Je veux être avec tous les lancements de nouvelles voitures. Je veux être présent. Je veux avoir des vitrines. Je veux être avec les Ferrari Classici, les classiques. Je veux être avec la Scuderia, Ferrari Formula One, etc. Partout, tous les domaines, je suis avec vous. Comme un homme et une femme, ils sont toujours ensemble. Et ils ne sont pas seulement ensemble dans le lit. Et si on va un jour dans le lit, eh ben on fera un bébé, on fera une montre. Mais c'est l'aboutissement, ce n'est pas le début. Et ça a été très dur parce que Ferrari ne voulait pas. Parce que Ferrari, ils n'aiment pas les mariages. Ils aiment être tout seuls, ils sont les kings, les rois. Et c'est la plus belle marque de luxe au monde, probablement. Donc, ils ont dit, mais moi, je ne veux pas m'associer, je n'ai pas besoin d'épouser Biver. Je vais bien tout seul. Et on a négocié. Et finalement, on a réussi à faire un partenariat 360 degrés. Nous sommes avec Ferrari partout dans tout ce qu'ils font. Hier, il y avait le Ferrari Club de Hollande avec 80 voitures. Ils sont arrivés chez Hublot. Aujourd'hui, on avait le Ferrari Club de Lyon avec une trentaine de voitures. Donc tous les jours, il n'y a pas un jour, que ce soit en Chine, par exemple, ce qu'on fait en Chine, il y a eu la Champions League, Bayern contre Dortmund. Nous sommes partenaires de Bayern. Donc on avait une vingtaine de billets à Bayern, à Wembley. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit à Ferrari Chine sélectionne 10 Chinois et ces 10 Chinois, on leur paye le voyage première classe, Pékin ou Shanghai, Londres, et on les invite à la finale de la Champions League. Et Ferrari Chine m'a dit, oui, mais ce n'est pas des clients Hublot. Je dis, non, c'est des clients Ferrari. Tu prends tes 10 meilleurs clients et tu les invites à Wembley. Et on se partage les frais d'avion et pour les 10 places, je te les donne. Eh bien, il y a 10 collectionneurs Ferrari qui ont appris à connaître Hublot à travers ce voyage et ils ont acheté pour 1,4 million de Hublot. Donc voilà, ça c'est des mariages, ça c'est extraordinaire, parce qu'il y a des synergies. On invite les clients Ferrari, Ferrari invite des clients Hublot. On a un véritable partenariat 360 degrés. Donc, avec notre partenariat Ferrari, on est les premiers à avoir les 360 degrés, on est différent et on est unique. Toujours, premier, différent, unique. Sinon, vous ne pouvez pas gagner.